On est vraiment passé des simples fautes d'orthographe à un niveau extrêmement faible de compréhension, de grammaire, d'écriture. C'est-à-dire que depuis 2010 à peu près, nous avons des étudiants qui ont du mal à construire une phrase, à écrire une phrase qui ait du sens, avec une baisse inquiétante aussi du niveau en vocabulaire. L'idée, c'est que la masse, tout le monde, sauf les enfants des élites, bien sûr, qui arrivent à échapper à cela, mais l'idée, c'est que tout le monde soit dans le même moule totalitaire, avec des idées toutes faites. Les enfants ne savent ni écrire, ni lire, ni compter. Donc, c'est vraiment l'empire de la bêtise. Et on veut imposer ça à tous pour qu'il y ait très peu de têtes qui dépassent. Bonjour Aude Denisot. Bonjour et merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, vous êtes professeur agrégé en droit privé à l'Université du Mans. Vous avez aussi enseigné au lycée l'économie et la gestion il y a quelques années. Et vous êtes l'auteur du livre « Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire ?» aux éditions Henrik B. Un ouvrage dans lequel vous analysez les causes de la baisse du niveau des élèves, notamment en français, tout en proposant des solutions pour enrayer l'effondrement du système scolaire. Alors, dans quelle mesure le niveau des élèves a-t-il baissé ces dernières années? Est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'alarmer ou est-ce qu'on n'a pas tendance à exagérer? Alors, je crois que c'est alarmant. Cette baisse du niveau, elle a été continue, progressive, mais il y a eu une accélération, je crois, à partir de 2010, parce qu'on est vraiment passé des simples fautes d'orthographe à un niveau extrêmement faible de compréhension, de grammaire, d'écriture. C'est-à-dire que depuis 2010 à peu près, nous avons des étudiants qui ont du mal à construire une phrase, à écrire une phrase qui ait du sens, avec une baisse inquiétante aussi du niveau en vocabulaire. Un vocabulaire extrêmement pauvre, des mots qui sont confondus, et de ce fait aussi de plus en plus de problèmes de compréhension en lecture, avec des difficultés à mesurer ce que dit un texte pourtant assez simple. Donc la baisse du niveau est extrêmement inquiétante puisque on arrive à un point où le langage écrit et oral ne permet plus de communiquer. Oui, parce que finalement, il y a eu de tout temps des élèves qui avaient des difficultés en français, mais pour vous, la situation s'est vraiment aggravée ces dernières années. Oui, moi je l'ai vu dans mes copies. Je corrige des copies d'étudiants à peu près depuis les années 2000. Et j'ai vraiment vu une baisse dramatique. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. C'est le sujet de conversation entre enseignants, la baisse du niveau sur la forme et de plus en plus donc sur le fond, puisque c'est lié. Dès lors qu'on n'arrive pas à exprimer ce que l'on veut dire, eh bien on a du mal à restituer ses connaissances. Donc on le voit, on le mesure, et au fond, nous arrivons très peu de temps après les évaluations PISA. L'université, c'est quelques années après, donc je dirais que nos sensations sont corroborées par les résultats PISA et autres. Et puis quelque chose qui me frappe aussi, c'est la quantité. Dans les années 2000, les étudiants écrivaient beaucoup, parfois même trop. Ils faisaient un peu de leur sujet parce que on sentait qu'ils avaient peur de manquer quelque chose. Donc nous avions, pour un examen de 3 heures, une copie double avec 3, 4, 5, 6, quelquefois davantage d'intercalaires. Aujourd'hui, nous avons des étudiants qui nous rendent simplement la copie double. Voilà, ça peut arriver, ou un intercalaire et les bons étudiants 2 ou 3, alors qu'avant ils en rendaient davantage. Donc il y a aussi une perte de contenu, une perte de vitesse, avec de plus en plus d'étudiants qui n'arrivent pas à terminer l'examen dans le temps imparti.
Je le constate aussi. Donc, je dirais que la baisse du niveau, elle est à tous les niveaux. Ce que vous dites dans votre livre, finalement, alors que vous avez mis en place des cours de français pour justement aider vos étudiants à progresser en orthographe, et vous dites que vous avez affaire à des étudiants dont certains ne maîtrisent pas des règles simples que l'on apprend généralement en CP ou en CE1. Oui, tout à fait. Au début, c'est surprenant, mais on s'aperçoit très vite que c'est le cas. Moi, l'exemple que je préfère, c'est A accent. C'est une règle très simple, A accent, qu'on apprend en principe, donc soit en CP ou au moins en CE1. Et pourtant, jusqu'en Master 2, nous avons des étudiants qui ne maîtrisent pas cette règle. Ce qui me frappe aussi, c'est d'entendre les étudiants me dire « je sais qu'il y a une règle, mais je ne sais pas laquelle ». Par exemple, pour l'heure, savoir s'il faut accorder l'heure ou pas. Oui, je sais qu'il y a une règle, mais je ne la connais pas. Et donc, dans ces cas-là, l'étudiant va répondre au hasard. C'est ainsi qu'ils font aussi pour les verbes comme subir, exclure. La terminaison est mise au hasard. Tantôt on met un T, un S, un E. On sent un flottement. Donc la règle elle-même n'est pas sûre. Et du reste, quand on observe des étudiants qui progressent, quand on leur demande ensuite qu'est-ce qui vous a permis de progresser en orthographe, tous disent, eh bien, c'est la leçon. C'est parce que j'ai compris, j'ai appris cette règle, j'ai appris comment faire la différence entre A et A accent. Donc, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça veut dire que durant toute leur scolarité, personne n'a pris le temps de leur expliquer cette règle qu'un enfant de 6-7 ans est capable de comprendre, une règle extrêmement simple. Et ça, pour moi, ça montre que notre école, elle est malade. Hein, comme je l'écris dans le livre, si en 15 ans de scolarité, on n'est pas capable d'apprendre ça aux élèves, ça veut dire qu'il faut tout repenser, tout revoir. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, puisque alors vous disiez que le vocabulaire des étudiants s'était considérablement appauvri. Vous donnez quelques exemples dans votre livre, d'ailleurs, pour l'illustrer. Vous dites que certains ne font pas la différence entre évoquer et invoquer, entre épique et hippique. Et pour les étudiants en droit, vous dites que parfois vous trouvez dans des copies la loi s'implique au lieu de la loi s'applique. Vous dites que certains élèves ne savent pas écrire le mot licence, alors qu'ils sont en licence de droit. Et vous dites aussi que certains de vos étudiants sont même incapables de recopier correctement les mots lorsqu'ils sont écrits au tableau. Oui, oui, tout à fait. Il y a un laisser-aller, mais qui n'est pas de leur faute. Hein. Attention, c'est ce que on leur explique toujours quand ils arrivent à l'université en cours de français. On leur explique les raisons pour lesquelles ils en sont là. Hein. Ils ne sont pas coupables. Le coupable, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Mais oui, il y a une perte de vocabulaire. Moi, ce matin, je corrigeais une copie et je ne suis pas certaine, mais je pense que l'étudiante n'a pas compris ce que voulait dire le mot veuve. Dans le petit exercice qui était proposé, on parlait d'une veuve et donc d'un défunt, et l'étudiante parlait de ce défunt comme d'un enfant. Donc, ça ne collait pas et je me pose la question, je ne sais pas, c'était peut-être le stress, peut-être qu'elle sait ce qu'est une veuve, mais voilà où j'en suis. J'en suis à me demander si un étudiant de 2e année sait ce que c'est qu'une veuve. L'année dernière, j'ai eu un étudiant aussi qui ne savait pas ce que c'était qu'un marquis. Donc, petit à petit, on a la sensation qu'on est en train de faire cours à des étudiants d'un autre monde qui ne vivent pas dans le même monde que nous, pratiquement. Et ça va devenir très compliqué de faire cours si à chaque mot qu'on utilise, il va falloir vérifier que les étudiants ont bien compris. Oui.
Oui, il y a une raison qui explique cette pauvreté du vocabulaire, c'est que les enfants puis les jeunes lisent de moins en moins et on sait qu'il est indispensable de lire et de lire de bons livres pour enrichir son vocabulaire. Et là, on est face à un double problème. Non seulement les jeunes lisent de moins en moins, mais de plus, les livres sont simplifiés. Il y a eu dans le monde de l'édition tout un travail de simplification excessive des ouvrages, notamment on a supprimé le passé simple et nous on se rend compte que par exemple les étudiants ne savent plus écrire au passé simple. Alors ce n'est pas dramatique, on utilise peu le passé simple en droit, mais au fond au-delà des compétences, il y a aussi toute la structure qui va avec la grammaire. La grammaire, la conjugaison structure l'esprit et on se trouve de plus en plus avec des jeunes qu'on juge déstructurés. Vous avez beaucoup d'enseignants qui vous disent ils sont perdus. Là, c'est bien symbolique de ce problème. Ils sont perdus, ils ne savent plus où ils sont. On ne les a pas suffisamment structurés. C'est-à-dire que finalement, ces lacunes en orthographe, en grammaire, en conjugaison, ont des conséquences aussi sur la capacité de raisonnement, la capacité d'analyse finalement des élèves et puis ensuite des étudiants. Tout à fait. Et de leurs compétences pratiques. Je l'explique dans le livre, on peut faire un lien très net entre un faible niveau d'orthographe et de faibles compétences dans le domaine du numérique. Pendant la période Covid, les étudiants qui avaient le plus de mal pour respecter des consignes très simples, par exemple, on leur expliquait comment nommer un fichier, comment ils devaient envoyer leur copie. C'était extrêmement simple et pourtant, ces étudiants-là ne parvenaient pas à respecter ces consignes-là. Donc les connaissances, que ce soit en français ou en mathématiques, parce qu'on a le même problème en mathématiques, permettent à l'enfant puis à l'adolescent de se construire, de se structurer, de s'enraciner. Et on voit bien aujourd'hui avec ces pédagogies complètement saugrenues, on a précisément des enfants qui sont hors sol, qui ne sont pas enracinés, qui sont perdus, qui ne savent plus ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. On a une déconnexion avec le réel qui est très nette. Vous parliez tout à l'heure du fait que les ouvrages étaient simplifiés, donc la littérature aussi, les œuvres classiques qui sont étudiées à l'école. Je crois qu'il y a aussi des œuvres qui sont désormais, qui ne sont plus des œuvres complètes. Finalement, on donne des œuvres qui ont été raccourcies aux collégiens, par exemple, ce qui n'était pas le cas il y a déjà quelques années. Oui, alors ça c'est dramatique à plusieurs égards. D'abord parce que les collégiens n'apprennent plus à lire de gros livres, donc ils sont découragés dès lors qu'on va leur proposer un roman un peu long. Qu'est-ce qu'on appelle un gros livre Par exemple, Le Comte de Monte Cristo, voilà, 1500 pages, ou Le Père Goriot, 430 pages. Ils vont dire que non, que c'est beaucoup trop gros parce que au collège, on leur a donné effectivement, par exemple, la version abrégée de Au bonheur des dames. Donc, Au bonheur des dames, ils vont le lire en version abrégée. C'est un tout petit ouvrage comme ça qui fait 100 pages. Le deuxième problème, c'est que, alors je n'ai pas lu toutes les versions abrégées de tous les ouvrages. Il y en a peut-être qui sont bonnes, mais ce n'est pas du Zola. Moi, j'ai lu la version abrégée du Comte de Monte Cristo. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris alors que j'avais lu auparavant l'ouvrage, je connaissais l'histoire, mais alors je n'arrivais pas à suivre, c'était tellement abrégé que l'histoire devenait incompréhensible. La qualité de la langue est mauvaise. Je ne dis pas qu'il y a des erreurs, évidemment c'est fait par un éditeur, c'est relu, mais on prive l'enfant du plaisir de la lecture. Il serait bien plus pertinent de travailler la moitié du bonheur des dames ou le tiers plutôt que de mettre entre les mains de ces enfants ces éditions abrégées.
Donc, ça devrait disparaître des rayons des librairies. Il faudrait absolument les supprimer. Et les parents doivent, je dirais, pousser les enseignants en ce sens, hein, parce qu'on a des parents qui souvent soutiennent leur enfant, vous donnez trop de livres à lire, le livre que vous avez donné est trop long, et les parents ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de porter préjudice à leur enfant, que c'est les desservir que d'insister auprès de l'enseignant pour avoir des éditions abrégées. Et moi, j'invite les parents au contraire, à aller contre les enseignants qui proposent des éditions abrégées. Si l'enseignant propose une édition abrégée, achetez, faites lire à votre enfant la vraie édition. Vous lui rendrez d'immenses services. Et est-ce que le constat que vous faites sur la baisse du niveau de vos étudiants, donc notamment en français, est partagé par vos collègues qui enseignent d'autres disciplines, peut-être notamment des disciplines scientifiques? Est-ce que en sciences et en mathématiques, on a aussi le même constat? Oui, je crois que le constat, il est partagé par tous. Moi, j'échange notamment beaucoup avec une professeure en filière informatique. Donc, elle travaille uniquement dans ces matières mathématiques, informatiques, et elle est absolument effrayée par le niveau de mathématiques de ses étudiants qui sont incapables de faire le moindre calcul multiplié par 10 ou divisé par 10. Les étudiants prennent la calculatrice. Dans le maniement des fractions, ils sont très en retard aussi. Voilà. Donc, ils font beaucoup d'erreurs. Dès lors qu'ils n'ont plus la calculatrice, c'est terminé. Il n'y a aucune capacité de calcul mental, des ordres de grandeur qui ne sont pas maîtrisés. Et ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant parce que les pédagogies saugrenues que j'évoquais tout à l'heure, et c'est le thème de mon livre, notamment l'utilisation des fichiers, des fiches, des photocopies, on les retrouve en français comme en mathématiques. Et donc, elles présentent les mêmes inconvénients dans les deux matières. Les professeurs d'histoire vous diront la même chose. Les étudiants n'ont plus aucune connaissance en histoire, ils mélangent un peu tout, ils ont une vision très caricaturale de l'histoire, ils connaissent comme ça quelques thématiques, mais il n'y a pas de connaissance historique. Et là encore, qu'est-ce qu'on observe en histoire? Des pédagogies qui sont mauvaises, qui ont fait la preuve qu'elles étaient inefficaces, beaucoup de photocopies dans ces matières, beaucoup de fiches, voilà, des leçons d'histoire entièrement photocopiées jusqu'en classe de terminale. Donc voilà, tout ça est lié. On va reparler effectivement de l'aspect des pédagogies. Vous parlez de l'histoire, c'est-à-dire que au niveau de la culture générale, vous constatez aussi une baisse chez vos étudiants? Oui, tout à fait. Surtout, alors nous travaillons avec des professeurs d'histoire du droit, donc qui doivent évidemment se replacer dans un contexte historique, et ils sont terrifiés du manque de connaissances de culture générale, et de même les professeurs de droit comparé. Qui constate que, eh bien, certains étudiants pensent que le Chili c'est en Afrique, qui voilà n'ont aucune connaissance du monde, j'allais dire de la planète en général, et donc qui, avant de commencer voilà l'étude d'un pays, sont obligés d'abord de faire des rappels géographiques pour replacer les capitales et les pays là où ils doivent être. Donc voilà, c'est vraiment les professeurs d'anglais vous diront de la même manière que le niveau d'anglais est très mauvais, que les étudiants n'ont pas de vocabulaire, qu'ils ont beaucoup de mal à parler, à faire une phrase. Et c'est bien connu que les Français parlent très mal, notamment l'anglais, et on peut faire le constat bien sûr dans les autres langues aussi. Et alors, vous dites aussi dans votre livre que les bons élèves font également les frais de cette baisse du niveau. Hein. Vous prenez d'ailleurs l'exemple de lycéens qui, malgré une mention très bien au baccalauréat, font eux aussi de nombreuses fautes de français. Oui,
Il ne faudrait pas croire que cette baisse du niveau, elle ne concerne que les mauvais élèves ou les élèves moyens. Tout le monde est concerné, y compris les très bons élèves qui sont certes très bons aujourd'hui, mais qui sont moins bons que ne l'étaient les très bons élèves d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Je peux même transposer à ma propre situation. Voilà. Les professeurs de ma génération, eh bien, nous sommes moins excellents, performants que ceux de la génération passée, à l'époque où justement il n'y avait pas du tout de photocopieuses et donc où nos prédécesseurs recopiaient les arrêts de la Cour de cassation à la main. Donc on a une dégradation qui est générale et c'est pour ça que je n'aime pas l'expression d'école à deux vitesses parce que elle laisse croire aux parents et aux enfants d'écoles qui ont bonne réputation, d'écoles privées, qui sont dans la vitesse supérieure, donc dans le bon groupe. Et que, comme on a échappé au lycée qui a mauvaise réputation, le lycée du secteur, etc., c'est bon, on est dans la bonne vitesse. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. En réalité, il y a une infinité de vitesses. Et il y a une baisse générale, y compris dans les excellents établissements. C'est-à-dire que même dans les très très bons établissements, on ne retrouve plus d'élèves qui aient les compétences qu'avaient leurs prédécesseurs à une autre époque. Donc tout le monde en pâtit et là encore, c'est le problème du système en général. Oui, donc finalement, les parents qui pensent que leur enfant est à l'abri parce qu'il est dans un très bon établissement privé, par exemple, font preuve d'une certaine naïveté en réalité. Oui, alors j'aime pas parler de naïveté parce que le système fait illusion. Et puis, je ne veux pas non plus généraliser parce que nous avons partout, et heureusement, d'excellents enseignants, d'excellents élèves, voilà, des élèves qui sont suivis, qui travaillent et qui sont bien entourés. Mais attention à l'illusion de l'école privée. Il y a beaucoup d'établissements privés qui en réalité sont très moyens, qui certes ont de meilleurs résultats que l'établissement public d'à côté, mais parce que les élèves ne sont pas les mêmes. En gros, si ces établissements sont meilleurs, ce n'est pas parce qu'il y a de bons enseignants, c'est parce qu'il y a d'abord des élèves dont les parents s'occupent, dont les parents ont pris un peu en main la scolarité. Mais voilà, le choix de l'école privée ne règle pas tout, loin de là. Et ce n'est pas étonnant, encore une fois, puisque dans les écoles privées, les enseignants sont tout autant mal payés que dans les écoles publiques. Dans les écoles privées, on suit le même programme que dans les écoles publiques. Et dans les écoles privées, on fait parfois autant, sinon plus de photocopies que dans les écoles publiques. Donc à partir du moment où vous avez des enseignants qui sont mal payés, éventuellement pas très bien formés, qu'on utilise les mêmes méthodes, qu'il faut suivre les mêmes programmes, par quel miracle on produirait des élèves d'un bon niveau ? Alors, on voit bien qu'il y a autre chose, et du reste, ça explique aussi cette montée en puissance des écoles hors contrat donc qui sont libérées des contraintes du programme, qui sont libérées des contraintes de certaines méthodes imposées par les inspecteurs, et donc qui arrivent effectivement à maintenir, pour certaines d'entre elles, un excellent niveau, un niveau d'excellence en latin et en grec. Désormais, il n'y a guère que dans des écoles hors contrat qu'on fait vraiment du latin et du grec, à quelques exceptions près. Si on exclut les 5-6 établissements publics ou privés d'excellence, voilà, c'est dans le hors contrat qu'on va avoir un enseignement du grec et du latin qui est réellement un vrai enseignement de la langue. Et quel est le regard que porte l'éducation nationale justement sur ces écoles hors contrat ? Il est terrifiant. C'est-à-dire que l'éducation nationale redoute énormément cette fuite
Donc, on a un durcissement. C'est devenu plus compliqué d'ouvrir une école hors contrat. Il y a certaines inspections qui ressemblent à des descentes de CRS. Des équipes, par exemple, vous avez 10 inspecteurs qui débarquent un matin pour inspecter une école maternelle hors contrat de 60 élèves. Donc on a un acharnement, une obsession à vouloir combattre les écoles hors contrat et de la même manière l'instruction en famille, avec là aussi des situations, je dirais, inadmissibles, hein, une administration, des rectorats. On a l'impression qu'ils sont obsédés par cette idée d'être méchants. Au fond, il y a vraiment de la méchanceté derrière tout cela. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir obliger les familles à revenir à l'école publique. Et donc, il y a certains rectorats qui refusent systématiquement les demandes d'autorisation d'instruction en famille, ou pratiquement systématiquement. Ça veut dire donc pour les familles retourner dans une école publique où éventuellement l'enfant a été harcelé, où l'enfant ne fait rien. Donc le ministère de l'Éducation nationale qui dans cette affaire est juge et partie, parce que donc le niveau des écoles publiques est catastrophique, les parents partent, on refuse qu'ils partent, mais c'est l'Éducation nationale qui gère ces refus, qui gère ces autorisations qui généralement sont des refus. Donc il est jugé parti, et je trouve qu'il y a beaucoup d'arrogance dans cette attitude, parce que la moindre des choses, quand vous n'arrivez pas à faire correctement votre travail, c'est de l'admettre. Donc le ministère devrait dire oui, en effet, nous sommes mauvais, on n'y arrive pas. Si vous n'êtes pas content, partez. Ce serait la position la plus cohérente. De la même manière que voilà, on peut dire à table, si le repas n'est pas bon, tu ne manges pas. Voilà, tu as qu'à te faire ton propre repas si tu n'es pas content parce que ce n'est pas bon. Et l'Éducation nationale, non, elle se crispe, elle est très arrogante. Et donc, elle part du principe que l'éducation publique, c'est la meilleure, et elle veut obliger tout le monde à rentrer dans le bercail, à suivre ce qu'elle a décidé. Et donc, c'est d'un autoritarisme redoutable. D'ailleurs, les régimes totalitaires interdisaient l'école à la maison. Voilà, c'est une des premières choses qui s'est passée quand l'URSS est tombée. On a rétabli la possibilité de choisir l'instruction à la maison. C'est-à-dire que l'éducation nationale a peut-être aussi un certain intérêt à conserver son monopole, entre guillemets, puisqu'effectivement, comme vous le dites, ça peut aussi être un moyen pour faire passer certaines idéologies ou une certaine vision de l'histoire, par exemple, ou autre, aux enfants. Oui, tout à fait. Je pense que c'est délibéré. Elle souhaite, en effet, imposer sa propre vision, son propre programme, son propre abêtissement, sa propre nullité. L'idée, c'est que la masse, tout le monde, sauf les enfants des élites, bien sûr, qui arrivent à échapper à cela, mais l'idée, c'est que tout le monde soit dans le même moule totalitaire, avec des idées toutes faites, et en effet, avec derrière une certaine idéologie, des cours d'histoire un peu orientés, mais surtout cette, je dirais, cette nullité, c'est-à-dire les enfants ne savent ni écrire, ni lire, ni compter, donc c'est vraiment l'empire de la bêtise, et on veut imposer ça à tous
pour qu'il y ait très peu de têtes qui dépassent. Mais évidemment, on l'a vu avec nos ministres de l'Éducation nationale, eux ne sont pas concernés. Alors ça, c'est très fréquent. L'État impose aux autres sans évidemment vouloir s'imposer quoi que ce soit à lui-même. On le voit avec la réduction du déficit. Tout le monde doit faire des efforts, sauf nos dirigeants. Donc c'est pareil. Tout le monde doit mettre son enfant à l'école public ou privé sous contrat, mais nos dirigeants, eux, ne sont pas concernés. C'est très facile, quand on habite le 6e arrondissement, d'échapper à la nullité de l'école publique. Parce que il y a, dans le 6e arrondissement, 3, 4, 5 établissements d'excellence. Mais dès lors que vous n'habitez pas Paris 6e, 5e, 7e, dès lors que vous habitez en province, là, ça devient extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que les gens, essaient de faire l'instruction en famille, qu'ils montent des écoles hors contrat. C'est parce qu'ils n'habitent pas Paris 6e. Donc il y a une attitude extrêmement élitiste, méprisante de l'élite sur le peuple, sur 99,99% de la population. Je crois que c'était l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui a mis ses enfants à l'école alsacienne, qui est une école très très réputée, une école privée. Tout à fait. Alors, plusieurs choses sur l'école alsacienne. Effectivement, elle est en plein centre de Paris, dans le 6e arrondissement. C'est très difficile d'y entrer, notamment en cours de scolarité, parce que les classes sont pleines. Or, les enfants de Pape Ndiaye, en tout cas l'un d'entre eux, est arrivé en cours de scolarité. Donc, ça veut dire pas en petite section ni en 6e. Ça montre bien, les facilités qui lui ont été offertes. Mais Pape Ndiaye a pu bénéficier de cela, tout comme Amélie Oudéa-Castéra a pu inscrire ses enfants parce qu'elle habite pas trop loin. À Stanislas, là. À Stanislas, tout à fait. Mais les autres Français, tous ceux qui n'habitent pas Paris intramuros, comment font-ils? Eh bien, on nous dit qu'il faut qu'ils aillent, comme tout le monde, dans les écoles publiques et privées sous contrat. Le reste est stigmatisé. Et puis, je dirais que c'est pire que cela parce que autrefois, une famille modeste pouvait quand même réussir à inscrire son enfant dans un établissement convenable. Et il y avait des stratégies pour cela, par exemple le russe première langue. En banlieue parisienne, en banlieue sud, il y avait un excellent établissement où on faisait du russe première langue. Et donc les familles qui ne dépendaient pas de ce lycée installé dans une ville riche, donc des familles pauvres, pouvaient, en choisissant le russe, inscrire leurs enfants dans ce bon établissement et donc lui offrir les bénéfices de ce bon établissement. Aujourd'hui, les dérogations pour le choix de la langue, par exemple le russe première langue, c'est pratiquement impossible. C'est-à-dire qu'on a dit aux pauvres, restez chez vous, ne venez pas embêter les riches dans leur école de riches. Alors on a eu une vision extrêmement élitiste, sous couvert de carte scolaire de mixité sociale. Mais en fait, la mixité sociale de la carte scolaire, elle n'existe pas, puisque la carte scolaire, elle est géographique. Alors j'exagère un peu si il y a des lycées dont la carte scolaire inclut des zones plus pauvres que d'autres, mais on interdit malgré tout à des parents qui voulaient s'en sortir, qui voulaient faire bien pour leurs enfants, on leur interdit d'aller faire du russe première langue, avec ensuite les conséquences qui s'en suivent. Comme il y aura moins d'élèves en 6e en russe première langue, les classes vont diminuer et donc on va supprimer le russe première langue. Voilà. Et donc les postes qui vont avec, on a formé des professeurs de russe qui se retrouveront sans classe et à devoir donc enseigner autre chose. Donc tout le système est à revoir. Et je crois que d'ailleurs les classements PISA pointent régulièrement la France du doigt justement en expliquant que parmi les pays de l'OCDE, c'est un des pays où les inégalités
scolaires sont les plus élevés. Hein. Oui, et ça montre bien que l'école ne fait plus son travail. L'école ne fait plus son travail puisque les enfants de familles aisées ou de familles qui ont vraiment pris les choses en main travaillent à la maison. Ce qui est appris, c'est appris à la maison. L'enfant apprend à lire avec sa grand-mère. Ensuite, il apprend à écrire avec son papa. Et ensuite, il aura des cours particuliers éventuellement, du soutien. Tout ça, c'est fait en dehors de l'école. À l'école, on n'apprend plus rien du tout. Et cela explique aussi les différences entre filles et garçons qui ne cessent de se creuser. On a un accroissement des différences entre filles et garçons, donc grosso modo, hein, les filles sont meilleures en français et les garçons meilleurs en mathématiques. On voit que dès le CP, les garçons prennent de l'avance sur les filles en mathématiques. Et là encore, pourquoi? C'est parce que l'école ne fait pas son travail de lissage. Et donc, l'éducation genrée qu'il y a à la maison, inévitablement, eh bien, n'est pas compensée par ce qui est fait à l'école. C'est-à-dire que naturellement, les garçons vont se diriger dans leur jeu, dans leur quotidien, vers des activités qui font plus appel aux mathématiques, à la vitesse, dans l'utilisation des mathématiques, ils vont beaucoup plus jouer dans l'espace, alors que les filles vont davantage être dans des activités qui vont faire qu'elles vont être plus performantes en français, en compréhension de textes, etc. Bon, ça c'est ce qui se passe à la maison. Et l'accroissement de ces inégalités entre filles et garçons montre qu'à l'école, on ne fait plus rien. À l'école, on ne fait plus rien, on n'arrive plus à contrebalancer cette différence. Et au fond, hein, ce qui est intéressant, c'est de voir que la période Covid a eu peu d'incidence sur les résultats des enfants. Ça prouve bien qu'on ne fait rien à l'école, puisque quand les enfants ne vont pas à l'école, il ne se passe rien. Donc je dis toujours aux parents qui se plaignent parce que il n'y a pas de profs, les profs ne sont pas remplacés. Je dis mais rassurez-vous, de toute façon, ça ne changerait rien. Est-ce que les parents, ont conscience aussi de cette chute du niveau? Beaucoup ont conscience, oui, ça explique le bond des écoles hors contrat qui sont créées par les parents, où attention, les parents sont bénévoles, ils s'investissent énormément. Hein. Ça explique le bond de l'instruction en famille et la pratique généralisée aux cours particuliers, l'explosion du marché parascolaire. Moi, quelque chose qui m'étonne toujours, c'est que depuis des années, la méthode de lecture syllabique, la méthode Bocher, elle est en vente dans les supermarchés. Vous allez dans un petit intermarché d'une ville de 9000 habitants, il y a la méthode Bocher qui est au supermarché. Donc ça montre bien que beaucoup de parents sont conscients. Et puis moi, j'ai pu échanger avec énormément de parents et quand je leur pose la question, avez-vous conscience que les choses ne vont pas bien? Oui, beaucoup ont conscience que ça ne va pas du tout. Et que valent d'après vous d'ailleurs les diplômes qui sont délivrés pendant la scolarité, que ce soit le brevet ou le baccalauréat? Alors ça ne vaut pas grand-chose. Le brevet est très facile. Il y a une grande part qui est, même si elle a été réduite, mais une grande part qui est donnée au contrôle continu. Donc ce n'est plus un examen, c'est du contrôle continu. Et moi j'ai constaté en très peu de temps, hein, en 5-6 ans, une baisse sensible du programme d'abord et de la difficulté des questions. En mathématiques, je l'ai vu, hein, en 5 ans, programme réduit, c'est-à-dire des chapitres entiers qui devaient être étudiés ne l'étaient plus, notamment les probabilités. Et puis, il y avait autrefois systématiquement au brevet une question sur les volumes, comment calculer le volume d'une boule, d'un pavé. Et il fallait faire le calcul
C'était une petite question qui ne valait quelques points, mais elle était systématiquement insérée dans les sujets. Désormais, nous avons toujours une question sur les volumes, mais la formule est donnée. C'est-à-dire que l'enfant, enfin l'élève plutôt, puisqu'il est en troisième, n'a plus qu'à poser l'opération, il a la formule devant les yeux. Donc ça se réduit à une simple multiplication-division. Au brevet, on a le droit à la calculatrice. Donc ça n'a aucun intérêt. C'est un enfant de CP pourrait faire ça. Voilà. Donc le brevet ne vaut plus rien. Du reste, hein, voilà, il y a un taux de réussite absolument spectaculaire qui contraste avec tout le reste. On a une école qui est schizophrène, qui nous dit, les ministres le disent eux-mêmes, le niveau est très mauvais, nous avons des résultats PISA catastrophiques, des résultats TIMSS catastrophiques, et à la fin de l'année, nous avons 95% de réussite au brevet. Donc, que se passe-t-il? Sommes-nous vraiment bons ou mauvais? Nous sommes mauvais. Et puis pour le bac, c'est à peu près pareil. Il y a une part beaucoup trop importante qui est donnée au contrôle continu, avec tout ce que ça peut avoir de pervers, de stressant déjà pour les élèves qui, dès le mois de septembre de la première, sont déjà en train de passer leur bac. Toutes les notes vont compter. Cela induit une très mauvaise ambiance de classe avec des élèves qui vont quémander des points et des demi-points aux profs. Tout cela pendant l'année de première et de terminale. Les risques aussi qu'un élève qui est un peu énervant systématiquement, ses notes soient diminuées par rapport à d'autres et par rapport à son niveau. Hein. C'est l'avantage du bac, c'est que c'est quand même anonyme. Et là encore, un examen avec un taux de réussite de 92-95%, à quoi bon? À quoi bon? Et puis je dirais, c'est terrible pour ceux qui ne l'ont pas, c'est humiliant pour les élèves qui n'ont pas réussi à l'avoir, parce que tout le monde dit aujourd'hui le bac, on le donne à tout le monde. Eh bien non, il reste ces 5% pour lesquels ça doit être très dur finalement de vivre cet échec. Mais on a aussi une très forte hausse des mentions obtenues au baccalauréat ces dernières années. Hein. Je crois que le taux de mention très bien en filière générale était de 1% à peu près en 1997, contre 14% en 2022. Et pour les mentions bien, on était à 5,5% en 97 contre 24,5% en 2022. On voit que ça augmente très fortement. Oui, tout à fait, puisque comme le bac devient de plus en plus facile, par voie de conséquence, on a de plus en plus de mentions. Ce qui me frappe maintenant, c'est que vous avez certains établissements qui font même la distinction entre le pourcentage de mentions très bien et le pourcentage de mentions très bien avec félicitations du jury, c'est-à-dire au-dessus de 18 de moyenne. Donc on sent bien que cette échelle, elle devient trop courte. Ça devient tellement simple d'avoir 10 sur 20 au bac que l'échelle de notation n'est plus suffisante. Il faudrait pouvoir noter le bac sur 25, sur 30 pour pouvoir tenir compte du niveau réel des élèves. Et cette espèce de tassement du niveau, puisque on va au bac, on va faire en sorte que même une copie très mauvaise ait au moins 6 ou 7, c'est difficile, c'est comme pour le brevet, c'est très difficile de mettre moins. Et dès lors, on va avoir un certain nombre d'élèves qui vont être pénalisés parce que ils sont bien meilleurs que ceux qui ont eu 11, par exemple, mais ils n'auront que 14. On voit de plus en plus des jeunes d'un très bon niveau avoir une note bonne, mais qui reste moyenne, 14, ce même 14 qui est donné, on le voit aussi, à des élèves qui sont faibles, qui ne savent pas écrire, qui font énormément de fautes. Donc ça montre bien que l'échelle de notation est complètement biaisée. À partir du moment où on ne peut plus mettre 0, où on ne peut plus mettre 2, où on ne peut plus mettre 4, ça veut forcément dire qu'il y a des élèves qui en pâtissent, des bons élèves.
Et en discutant avec les familles, on le voit très bien, hein, de très bons élèves qui, au bac de français, vont avoir par exemple 14 à l'écrit, même 14 que voilà, un élève qui ne sait absolument pas écrire, qui fait une faute à accent, mais on n'en tiendra pas compte à l'écrit du bac de français. Et quand vous dites qu'on ne peut plus finalement noter en dessous de 6, je crois que c'est ce que vous disiez. Oui, à peu près, oui. Qu'est-ce qui se passe si un professeur décide de mettre une note inférieure? C'est-à-dire qu'ensuite les notes sont remontées derrière? Oui, les notes sont remontées derrière, on va lui faire des remarques, donc à moins vraiment que l'élève ait rendu copie blanche, eh bien on va remonter la note. Et puis il y a des points qui sont accordés pour n'importe quoi. Par exemple au brevet, à une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on mettait 1 point si l'élève avait numéroté ses réponses. Voilà, c'était toujours 1 point de gagné. Donc, effectivement, c'est assez facile d'arriver à 6. Le problème, c'est que ça va être beaucoup plus difficile pour certains correcteurs d'arriver à 20, parce que vous avez beaucoup de correcteurs malveillants. Vous savez, ces fameux profs qui notent entre 8 et 12, dont on a tous souffert, voilà, ou 8 et 13. Bon, aujourd'hui, ils vont plutôt noter entre 11 et 16, mais vous avez des professeurs qui vous disent « moi, je ne mets jamais au-dessus de 16 ». Mais ces mêmes enseignants ne mettront jamais en dessous de 8. Donc c'est terriblement injuste pour ces élèves qui se trouvent avec des 13 ou des 14 en comparaison avec donc d'autres camarades bien plus faibles qui vont avoir les mêmes notes. Donc on a un système qui est foncièrement injuste. Voilà. Et quelles sont les conséquences des lacunes finalement en français ou dans d'autres matières des jeunes générations? Dans quelle mesure est-ce qu'elles vont avoir un impact sur leur capacité à réussir leurs études universitaires? Elles constituent un handicap terrible. Parce que je vois, moi, à l'université, des jeunes qui travaillent, qui sont studieux, qui ont vraiment envie de réussir. Des jeunes qui sont motivés et qui sont bloqués précisément à cause de leurs lacunes en français. Je corrigeais encore ce matin des copies et c'est vraiment sensible. On sent que les connaissances sont là, qu'il y a eu du travail. Mais que les mauvaises habitudes et les lacunes du primaire, du collège et du lycée ont des conséquences. Alors, d'abord, s'agissant des mauvaises habitudes, typiquement, on leur a tellement répété, rabâché qu'il ne fallait pas apprendre par cœur, qu'ils deviennent incapables d'apprendre une date par cœur. Là, dans ce que je corrigeais ce matin, j'attendais une date. Elle n'est pratiquement jamais sue. C'est vraiment frappant, cette incapacité à retenir une date, 2 dates, 10 dates. Voilà, donc des problèmes de mémorisation. Exactement. Et puis surtout, absence de réflexe de se dire, si l'enseignant m'a donné une date, c'est que je dois la retenir. Je donne pas tant de dates que ça, et j'avais dit, hein, les dates des arrêts importants doivent être sues, et on sent bien que là, ça bloque. Donc, il y a ce problème-là de méthode. Et puis, les lacunes en français, c'est terrifiant. Les étudiants, c'est triste quelquefois. À l'oral, ils nous le disent. Je ne sais pas comment le dire. Mais comment ça? Que voulez-vous? Non, mais je ne sais pas comment le dire. Donc ça va au-delà des difficultés à l'écrit, c'est aussi la même chose à l'oral. Exactement, difficulté à s'exprimer, les mots leur manquent, les structures de phrases leur manquent. On parlait de vocabulaire tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Et ça, c'est très handicapant et surtout, c'est très frustrant. Parce qu'ils sentent, ils voient qu'ils ont les connaissances, de manière parfois incomplète, mais ils les ont, mais ils n'arrivent pas à les restituer. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir énormément travailler le français, l'expression écrite pour pouvoir décoller. Et ça prend beaucoup de temps, il faut tout revoir,
tout remettre en place. Ce sont des habitudes qui sont longues à acquérir et donc tous ces enseignants du primaire et du secondaire devraient avoir conscience de l'embarras qu'ils font naître chez ces étudiants, de ce handicap qu'ils sont en train de créer. Alors je ne leur jette pas la pierre, hein. Pour moi la faute elle repose sur le ministère de l'Éducation nationale, c'est lui le vrai coupable, mais il faut bien avoir ça en tête, hein. Ne pas mettre les choses en place, ne pas structurer les connaissances, c'est faire en sorte que l'étudiant soit mis en grande difficulté. Et moi, je dis aux étudiants, allez retrouver vos maîtresses, allez leur dire. Et on a une étudiante qui est allée le faire, qui est allée retrouver son enseignante de français et qui lui a dit, ça sert à rien de faire des PowerPoint comme ça, c'est pas ce qu'on nous demande après, apprenez-nous à écrire. Donc pour vous, les professeurs ont une part de responsabilité aussi. Oui, alors modérément, déjà ne généralisons pas. Il y en a qui font très bien leur travail, qui ont bien compris ce que j'explique et heureusement, c'est grâce à eux que nous avons encore de bons étudiants. Je vous parlais des copies que je corrigeais ce matin, très nettement on le voit, là, quelques très bonnes copies, on se dit voilà, là, il a eu de la chance, il a eu 2, 3 bons profs de français, vraiment c'est précieux. Pour les autres, plus que de responsabilité des enseignants eux-mêmes, moi je fais peser la faute sur le ministère, qui est très autoritaire, qui impose ses pédagogies, qui impose ses méthodes, un inspecteur qui vient vous voir et qui se rend compte que vous ne faites pas les exercices idiots qui sont proposés par l'Éducation nationale, il ne va pas être content, il va mal vous noter. Donc, on a une emprise de l'Éducation nationale sur la liberté pédagogique qui n'existe pratiquement plus. Et donc, le coupable, c'est le ministère. Et puis, il y a autre chose aussi. Pourquoi le niveau des enseignants baisse? Eh bien, parce que ils ne sont plus assez bien payés. Il faut commencer par élever le niveau de rémunération. Si on élève le niveau de rémunération, on va élever le niveau de recrutement. Il y a une crise des vocations. Alors, il y a une crise des vocations, évidemment. Aujourd'hui, on aboutit à vraiment un niveau de salaire qui est ridicule. Hein. Je rappelle que dans les années 80, un enseignant gagnait plus de 2 fois le SMIC. Alors qu'aujourd'hui, c'est à peine plus de 1. Je renvoie aux excellentes analyses d'un statisticien qui s'appelle Lucas Chancel, hein, qui montre très bien, le tableau est effrayant. On voit l'évolution du traitement des enseignants par rapport au SMIC qui chute. Et cette courbe, c'est intéressant, elle me fait penser à la courbe de Pisa. Voilà, chute du niveau de rémunération. Il faut être naïf pour croire qu'on va avoir une école de même qualité avec des enseignants payés moitié moins. Parce qu'en fond, c'est ça, ils sont payés moitié moins. Et on voit bien ce que ça donne. Aujourd'hui, nous avons des enseignants de français qui n'ont pas un niveau de grammaire suffisant pour apprendre les règles exactes. Hein, on voit même des erreurs dans les manuels. Vous avez des manuels avec des erreurs grossières, mais dans toutes les matières. Un manuel qui est écrit, là, comme les manuels de l'Éducation nationale, dirigé par un inspecteur, écrit par 7 enseignants. J'ouvre le manuel au hasard, il y a une carte qui est fausse. Une carte sur les corridors du développement en Amérique latine qui montre qu'il y a une route entre le Panama et la Colombie. Il n'y a pas de route et précisément, c'est intéressant qu'il n'y ait pas de route. Pour le géographe, c'est extrêmement intéressant et en plus, ça pose des problèmes de géopolitique. On a quand même une Amérique qui est coupée en deux. Du point de vue terrestre, vous ne pouvez pas aller par la voie terrestre, sauf à pied, de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. C'est passionnant. Eh bien, la carte sur ce manuel d'un grand éditeur, elle vous met une route. Voilà ce qu'on a dans les manuels aujourd'hui. Nous avons des erreurs. J'étais au Salon de la liberté scolaire
ce week-end, et une collègue grammairienne, très pointue en grammaire, a feuilleté un petit manuel pour des élèves du primaire, et elle repérait de nombreuses erreurs dans ce manuel. Donc il devient urgent de bien payer les enseignants pour retrouver un niveau d'excellence. Aujourd'hui, quelqu'un qui est excellent ne va pas se destiner à être enseignant, c'est pas possible. Voilà, ça existe, mais vraiment de manière anecdotique. On sait que d'ailleurs certaines académies, pour finalement pallier la pénurie d'enseignants, puisqu'il manque beaucoup de professeurs dans énormément de collèges et de lycées, ont recours à des sessions de recrutement express, qu'on appelle les job dating, pour là embaucher des professeurs contractuels. Est-ce qu'ils ont le niveau d'ailleurs pour enseigner aussi Alors certains ont un meilleur niveau que les professeurs qui ont passé le concours. Parce que, encore une fois, il y a énormément d'enseignants, on ne peut pas généraliser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la formation qui est actuellement dispensée pour les professeurs qui réussissent le concours est tellement mauvaise que il faut peut-être mieux avoir un enseignant qui n'est pas formé, qui arrive avec les idées de l'enseignement qu'il a eu lui il y a 20 ou 30 ans, plutôt que les pédagogies complètement stupides qu'on enseigne dans les INSPE, c'est-à-dire les nouveaux IUFM, ces établissements où on apprend la pédagogie, comment devenir professeur. Donc c'est délicat, on ne peut pas généraliser, il y a de très bons professeurs contractuels, c'est assez rare puisqu'ils sont très mal payés. Mais il ne faut pas croire d'abord que parce qu'on n'a pas passé le concours, ni parce qu'on n'a pas suivi cette soi-disant formation, on est mauvais. Et à l'inverse, hélas, et c'est pour ça qu'on en est là. C'est que cette formation dispensée dans les INSPE, elle est catastrophique. On explique encore aujourd'hui, alors qu'on voit bien que ça n'a pas marché, que l'enfant doit construire son propre savoir, que l'enseignant n'est pas là pour apprendre, il est là pour animer des ateliers, que l'enfant va découvrir par lui-même, il va être acteur et découvrir par lui-même la règle de l'accord du participe passé. Je pense pas qu'on parle de participe passé dans les INSPE, mais je me trompe, je l'espère. Donc voilà, il faut bien avoir en tête que le problème que nous vivons est en partie causé par cette formation. Là, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle le pédagogisme. Oui, tout à fait. Ce pédagogisme, ce sont des vieilles idées qui sont apparues dans les années 60, qui ont commencé à être diffusées dans les années 70-80. Moi, j'ai été à l'IUFM en 1999. On m'apprenait cela, que l'élève est au centre. Il faut faire germer en lui les connaissances. Il faut surtout pas lui transmettre des connaissances. Et ce qui me sidère, c'est que quand j'écoute de jeunes enseignants, c'est encore ce qu'on leur apprend aujourd'hui. Pourtant, on a bien vu que ça ne marchait pas. Et au lieu de reconnaître que ça ne marche pas, on insiste, on s'accroche, on s'agrippe à ces vieilles pédagogies et on essaie au contraire de leur donner davantage d'importance. C'est comme l'approche par compétence, donc une idée un peu farfelue. On voit bien que ça n'a aucun intérêt à l'école primaire, au collège. Ça ne sert à rien, c'est très mal fait. Et aujourd'hui, on tente de nous imposer ça à l'université. Donc l'approche par compétence, très rapidement, ça consiste, au lieu de mettre une note à l'élève en calcul, en arithmétique et puis en géométrie, on va décliner un certain nombre de compétences, raisonner, lire un énoncé, résoudre une situation concrète, etc. Voilà, ça n'apporte rien et puis c'est extrêmement difficile pour le maître de repérer dans un même exercice qu'est-ce qui relève du raisonnement et qu'est-ce qui relève de l'application.
sachant que pour appliquer, il va falloir raisonner. Et donc aujourd'hui, ça arrive dans les universités, on nous impose ça. Non, il ne faut plus faire une note pour le droit de la famille et une note pour le droit des contrats. Il faut mettre une note pour raisonner et une autre pour repérer. Voilà le problème du pédagogisme, oui. Et ça rejoint le thème que nous évoquions tout à l'heure, des écoles hors contrat de l'instruction en famille. Ces personnes-là, ces pédagogues, tous ces hauts cadres du ministère, et ce sont eux qui tiennent les manettes, au lieu d'être modestes, de reconnaître leurs erreurs, ils s'accrochent à ça et ils veulent l'imposer à tout le monde. Aujourd'hui, dans une école publique, si vous voulez utiliser des manuels qui tiennent la route, solides, qui ont fait leurs preuves, c'est un combat. C'est un combat très long, il faut lutter contre l'inspecteur, vous ne verrez pas votre carrière progresser, c'est-à-dire que les avancements ne sont pas faits et c'est un combat rude. Moi, je connais 2 institutrices qui le mènent, simplement parce qu'elles utilisent des manuels avec une méthode qui n'est pas celle de l'éducation nationale. Elles ont rencontré des problèmes inimaginables et voilà, elles continuent encore aujourd'hui à se battre alors que elles, le travail qu'elles ont fait, il a fait ses preuves. C'est-à-dire que oui, on leur a imposé des élèves de CM1 qui ne savaient pas lire, qui venaient justement d'écoles où on appliquait les méthodes de l'éducation nationale. Elles arrivent à les faire progresser. Elles parviennent donc à remettre l'enfant sur le bon chemin. Et malgré ça, le ministère est tellement accroché à son idéologie qu'il ne veut pas le reconnaître. Et d'autant que je crois que l'un des objectifs du pédagogisme consistait justement à réduire les inégalités sociales et à aider les enfants issus de milieux défavorisés. Est-ce qu'il y est parvenu ? Non, pas du tout. Alors déjà, je me demande si c'était vraiment l'objectif. Je crois qu'on a trouvé des idiots utiles, notamment dans les syndicats, chez beaucoup d'enseignants, pour faire passer ce message que ces nouvelles méthodes allaient aider les plus défavorisés, mais je ne suis pas sûre qu'au sommet, les personnes qui ont inventé ça et surtout qui font tout pour le maintenir aient vraiment en vue d'aider les plus défavorisés. Je pense que c'est beaucoup plus subtil que cela, notamment à cause de cette obsession à vouloir imposer ça, à vouloir le conserver. Devant autant d'échecs, devant des résultats PISA, TIMSS qui sont très mauvais, et puis devant les résultats aussi de la JDC, Journée défense et citoyenneté, où on constate que 20% des jeunes, donc 17 ans, qui passent cette JDC sont pratiquement, ne savent pas lire, en gros. Bon, illettrés, en fait. Alors, il y en a aussi illettrés, un nombre important. 20% d'échecs devant un tel effondrement. Je ne peux pas croire que les hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale ne fassent pas cela sciemment, c'est-à-dire avec le désir de maintenir cette nullité générale, ce faible niveau. Et est-ce que vous avez le sentiment justement que les jeunes générations sont peut-être plus malléables, plus poreuses aux idéologies justement ? Très certainement, parce que ce sont des jeunes qui sont déjà complètement abrutis par les écrans. Ce sont des jeunes qui, de toute façon, arrivent déjà à l'école avec des handicaps énormes. Les professeurs des écoles s'en plaignent. Les enfants arrivent en maternelle, en CP, en CE1 avec des difficultés de langage considérables. Cela parce que, à la maison, il y a trop d'écrans et donc pas assez d'échanges dans la famille. Le rôle de l'école, ça devrait être justement de reprendre les choses en main dès la petite section, compenser ce qui n'est pas fait à l'école, compenser ce qui n'est pas fait à la maison en faisant de l'école un sanctuaire, où justement on va développer ses capacités.
Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, pour répondre à votre question... Est-ce que les jeunes générations sont plus malléables finalement? Donc on le voit bien, effectivement, comme elles sont un peu faibles intellectuellement, par voie de conséquence, elles sont beaucoup plus malléables. Oui. Et nous, à l'université, nous constatons chez les jeunes peut-être un manque d'esprit révolutionnaire, beaucoup de conformisme, beaucoup de discipline. Moi, ce qui m'a énormément surprise, c'est la réaction des étudiants des universités au moment du Covid. Leurs camarades de classe préparatoire pouvaient continuer à aller en cours comme d'habitude, dès que les lycées ont été réouverts. Dans les universités, c'était bloqué. Je vous rappelle, parce que la ministre avait peur qu'ils s'échangent des bonbons. Hein. Voilà. On voit que ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue à l'université, parce que je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup de bonbons chez nous. Donc, je pense qu'en 1968, mais les étudiants auraient été dans la rue. Mais de même en 1988. C'était scandaleux, cette inégalité de traitement. Et pourtant, même à Nanterre, il n'y a pas eu de soulèvement des étudiants. Les étudiants ont obéi à la consigne « vous restez chez vous ». Il n'y a que les élèves privilégiés des classes préparatoires qui ont le droit de revenir étudier. Donc oui, on a vraiment une trop grande discipline, une absence de volonté de désobéir des étudiants qui est inquiétante. Et qu'est-ce que vous pensez de la nomination récente d'Elisabeth Borne au ministère de l'Éducation, qui est, je crois, la 6e ministre depuis le départ de Jean-Michel Blanquer en 2022? Alors, sur cette succession de ministres, tout le monde dit que c'est dramatique. Je pense qu'il faut quand même modérer un peu parce que un ministre ne fait pas grand-chose. Un ministre de l'Éducation nationale n'a pas beaucoup de pouvoir sur précisément ce qui est important, les programmes, les méthodes, etc. Le ministre, son principal travail, ça va être de s'efforcer de maintenir le budget de l'éducation nationale. Ce qui est un comble. Il devrait ne pas avoir à faire cette lutte pour justement s'occuper de l'essentiel. Mais les ministres de l'Éducation nationale le disent, l'essentiel de leur temps, c'est d'essayer de maintenir le budget. Alors, Elisabeth Borne, à titre préalable, elle n'a rien à faire là. D'abord parce qu'elle est issue du parti qui a perdu aux élections. Voilà. Et ensuite parce que son bilan de Premier ministre est catastrophique. Elle a quand même contribué à mettre la France dans un état lamentable. Donc, de prime abord, évidemment, j'étais très mécontente, quoique je ne m'attendais pas à quelqu'un de mieux, mais voilà, a priori, elle n'a rien à faire ici. Maintenant, sur les premières semaines, on constate quand même qu'elle a réussi à conserver ces fameux 4000 postes qu'il était question de supprimer, ce qui est très bien, et qu'elle va mettre fin de manière plus ou moins maquillée à l'essentiel du choc des savoirs, ce qui est plutôt un bon signal aussi. Qui a été proposé par Gabriel Attal. Qui était proposé par Gabriel Attal, qui n'était ni un choc et encore moins un choc des savoirs. Voilà, ça n'avait rien à voir avec les savoirs. Dire que le brevet va être obligatoire pour passer en seconde, en quoi ça permet à un prof de maths ou un prof de français de mieux transmettre les savoirs aux élèves. Ça ne change rien. Le choc des savoirs, de mon point de vue, n'était pas la bonne solution. De même que généralement, toutes ces petites mesures que prennent les ministres, qui sont soit symboliques, soit catastrophiques. La réforme du bac par Jean-Michel Blanquer était catastrophique. Et là encore, ça n'a pas permis d'augmenter le niveau, de remonter le niveau, ce qui devrait quand même être la priorité. Oui, vous pointez d'ailleurs dans le livre le fait qu'il y a une diminution aussi des heures de cours consacrées aux disciplines fondamentales, notamment français ou mathématiques.
Qu'est-ce que vous pensez là de l'arrivée de ces programmes d'éducation à la sexualité qui ont été annoncés par Elisabeth Borne il y a assez peu de temps et dont elle a dit qu'ils étaient absolument indispensables selon elle? Est-ce que c'est une priorité finalement pour l'éducation nationale au regard de l'état du système que vous décrivez? Non, ce n'est pas une priorité. La priorité doit être dans l'acquisition des fondamentaux. Et je suis d'avis que l'éducation sexuelle, enfin, la transmission de connaissances sur la sexualité n'a pas sa place dans la salle de classe. On peut éventuellement organiser des choses à l'école, mais la sexualité, c'est l'intimité. Et ça doit se passer dans un environnement d'intimité, par exemple au collège, dans le bureau de l'infirmerie, avec l'infirmière, avec le médecin scolaire. Mais évidemment, ça suppose d'autres moyens que ceux qu'on a actuellement. Donc, il faut respecter cette intimité. On ne peut pas imposer à un enfant qui n'a pas envie de parler de sexualité, on ne peut pas lui imposer comme on peut lui imposer un cours de mathématiques ou de physique. Mais imposer tous ces discours-là à des jeunes pour lesquels ce n'est pas le moment, ça me semble très agressif. On n'arrête pas de nous dire que les jeunes ne grandissent pas tous à la même vitesse. C'est vrai aussi pour ce qui concerne la sexualité. Il y a de grandes différences dans l'évolution de la puberté, chez les garçons comme chez les filles, mais y compris entre les filles. Il y a des filles qui sont déjà des femmes, tandis que dans une même classe, vous avez des filles qui sont encore, à la fois dans leur corps, mais aussi dans leur esprit, des petites filles. Et dès lors, c'est absurde d'imposer ce discours à tout un groupe, et je trouve que c'est très violent de l'imposer à des moments qui ne sont pas forcément les bons moments. Alors vous évoquez aussi dans votre livre le rôle joué par les écrans et le développement du numérique à l'école, un sujet qui fait régulièrement débat. Quelles sont les conséquences pour vous de cet essor du numérique à l'école sur les enseignements et les apprentissages des élèves? Le numérique, c'est encore pire que les photocopies et les fichiers. Ça, en plus, été démontré par des études, plusieurs études aux États-Unis, au Japon. On a montré que l'apprentissage via l'ordinateur, la prise de notes sur ordinateur est bien moins efficace qu'un travail sur du papier avec un crayon et un stylo. Donc, cette seule raison devrait suffire à supprimer tous les ordinateurs, toutes les tablettes dans tous les établissements. Malheureusement, on en est très loin, ça demeure encore une obsession un petit peu partout. Il faut dire que tout ça, ça génère beaucoup d'argent. Donc, il y a sans doute des explications financières derrière cette irruption du numérique. C'est quand même extraordinaire. On a à la fois une école qui n'est pas capable de donner des tables et des chaises à certains. Dans certains établissements, on manque de tables, on manque de chaises. Dans d'autres établissements, on a trop froid. Dans d'autres, dans le sud, en été, on a trop chaud. Vous avez beaucoup de collèges où les parents demandent des casiers parce que les manuels scolaires, ce sont des espèces de bibles énormes. Et donc, ils aimeraient que les enfants puissent avoir des casiers. On leur répond que ça coûte trop cher. Et parallèlement, eh bien, nous avons des établissements suréquipés en tablettes, ordinateurs et tableaux numériques. Un établissement de la banlieue parisienne dans lequel, à l'unanimité, les enseignants ont dit qu'ils ne voulaient pas de tableau numérique, a été malgré tout équipé. Donc, ça veut dire qu'il y a des lobbies extrêmement puissants, les lobbies du numérique qui imposent leurs produits dans nos établissements. Et les effets, mais on le voit bien, les enfants qui passent déjà énormément de temps sur les écrans à la maison devraient encore trouver à l'école un sanctuaire dans lequel il n'y ait pas du tout de numérique, pas de téléphone, pas de tablette, pas d'ordinateur, une classe d'informatique comme il y a 20 ou 30 ans, oui,
hein, c'est-à-dire on devrait leur apprendre à coder, faire vraiment de l'informatique, mais absolument pas utiliser le numérique comme support d'apprentissage, de même qu'il faut absolument éviter de demander aux enfants de faire des recherches sur Internet. C'est un devoir qui n'a aucun sens, qui ne peut mener qu'à des débordements de tout genre et qui pédagogiquement est une absurdité. Donc, vous avez typiquement, voilà, en troisième, des enseignants qui vont faire des activités sur ordinateur, demander aux élèves d'aller chercher des trucs sur Internet, faire des activités ludiques, un escape game en mathématiques, alors que le brevet, à la fin de l'année, c'est pas ça du tout. On ne demande pas à un élève au brevet d'aller faire une recherche sur Internet, non. Ce qu'on lui demande, c'est une dictée, par exemple. Or, combien d'enseignants de français préparent leurs élèves à la dictée? Il y a certains élèves de troisième qui ne font pas de dictée du tout. Certains en font une. Certains en font toutes les semaines. Mais d'une manière générale, ils ne sont pas préparés. Et après, on dit « Ah, les notes en dictée sont très mauvaises. Voilà, beaucoup ont 0. » Ben oui, c'est sûr, si on ne s'entraîne pas, on ne peut pas avoir de bonnes notes. Est-ce que vous pensez que l'effondrement du système scolaire peut encore être évité? Quelles sont les solutions que vous préconisez pour mettre un terme à cette chute du niveau? Alors, il y a des solutions au niveau macro, c'est-à-dire au niveau national. Là, à l'heure actuelle, elles sont difficilement envisageables parce qu'il nous faudrait un autre président. Il nous faudrait évidemment un autre gouvernement. Il faudrait quelqu'un de suffisamment puissant et courageux pour désactiver le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire mettre au placard tous ces hauts fonctionnaires du ministère, assécher ce ministère. Vous avez énormément de directions dans ce ministère qui ne servent à rien. Je rappelle, l'éducation nationale, c'est 1 200 000 personnes qui travaillent à l'éducation nationale. Mais, d'après ce que j'ai compris, seulement 900 000 enseignants. Donc ça fait beaucoup de personnel, me semble-t-il, pour le nombre d'enseignants que nous avons. Mais voilà, la tâche est telle que pour le moment, avec le président que nous avons, ce n'est pas envisageable. Donc, c'est au niveau local qu'il faut agir. Et je crois que d'abord, il faut prendre conscience du faible niveau, c'est-à-dire ne pas être dans cette illusion que comme c'est une école privée, c'est une bonne école, etc. Il y a une prise de conscience à avoir et ensuite une liberté à exercer. Et ça à tous les niveaux, vous voyez, liberté des enseignants. Il faut que les enseignants prennent des libertés vis-à-vis de leurs inspecteurs. C'est difficile. On peut le faire de manière un petit peu cachée, hein, que le jour où l'inspecteur arrive, on fait illusion, on lui présente des choses qui font croire que, en temps normal, tout se fait en projet, en atelier, en approche transversale, et le reste du temps, on a une classe disciplinée, structurée, un cours magistral avec des échanges, etc. Liberté pour les parents. Il faut que les parents osent la liberté. Hein, liberté de ne pas seulement suivre ce que fait la maîtresse, faire un travail à la maison complémentaire, liberté de quitter l'école, hein, liberté de créer une école hors contrat avec d'autres parents. Voilà, pour moi, redresser le niveau, ça va aujourd'hui, hein, ça passe par le local, par les familles, par les parents, par des groupes de parents. Il ne faut rien attendre d'en haut, tout doit venir d'en bas avec des initiatives individuelles, de petits collectifs. Et je dirais, mais c'est déjà le cas, c'est grâce à eux, grâce à ces instituteurs qui luttent contre le système, grâce à ces parents qui luttent contre le système, qu'on a encore quelques bons élèves, quelques étudiants, nous, qui savent écrire.
Vous savez, je dis toujours, à la fin de la licence, hein, on a une cérémonie de remise des diplômes. Quand je vais voir les parents du major, parce que les parents assistent à cette cérémonie, et je leur demande, je commence à tester un peu, je dis voilà, comment se fait-il que votre fils sache si bien écrire? Ou j'interroge l'étudiant lui-même. Je me suis toujours demandé pourquoi vous écriviez beaucoup mieux que vos camarades. Il y a toujours une maman derrière. Ah non, c'est que ma maman, ah les exercices de Bled, qu'est-ce que j'en ai fait? Et le Becherel, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Il y a toujours des parents derrière. Donc, si on ne s'effondre pas, si à Pisa, on a encore des étudiants, des élèves qui ont de bons résultats, hein, globalement, c'est nul, mais c'est très inégalitaire. Donc, on en a quelques-uns qui réussissent bien. Eh bien, c'est parce que en bas, on a des parents, des enseignants qui ont pris leur liberté avec l'éducation nationale. Et est-ce que pour vous, la crise du système scolaire français est le symptôme d'une crise plus profonde finalement? Oui, sans doute. Sans doute. Je crois que c'est d'abord le symptôme d'une société qui n'a pas compris à quel point l'éducation était importante. Donc peut-être le symptôme d'une société aussi très individualiste. Je m'occupe de mon petit problème à moi et le reste ne m'importe pas. Et puis effectivement, hein, le symptôme d'une société un peu totalitaire, autoritariste, qui va imposer des choses, essayer de nous priver de nos libertés. Donc c'est tout à fait révélateur de notre État et de notre société en général. Sans compter effectivement cette peste, hein, ces écrans, voilà, qui ont une importance démesurée dans la vie de beaucoup de nos concitoyens, et on voit bien les résultats que ça a sur le système éducatif. Avec des enfants qui se relèvent la nuit pour consulter leur téléphone, des enfants qui ont des téléviseurs dans leur chambre, donc qui regardent la télévision pendant la nuit, qui arrivent fatigués en classe. Là, c'est aussi la responsabilité des parents. Tout à fait. Mais est-ce que c'est pas une responsabilité sociétale en général? C'est-à-dire que nous... Je n'aime pas en fait jeter la pierre sur les parents, puisque je considère que eux-mêmes sont victimes de cette société de consommation qui fait que, pour eux, la norme c'est ça. La norme c'est que quand mon fils entre en 6e, il ait un téléphone portable et donc je vais le lui acheter. Et là encore, le mot d'ordre c'est liberté. Osez ne pas donner à votre enfant un téléphone portable. Oser, il y a des parents qui le font et ils attendent que d'autres parents le fassent aussi, des parents qui refusent. Mais ça demande du courage, ça demande voilà, un certain éloignement déjà de la société. Et malheureusement, beaucoup de parents sont tout simplement victimes de cet aveuglement, de cette société de consommation. On les conditionne pour ça. Et l'État est responsable. La première réponse que donnent les parents quand on leur dit qu'on va interdire le téléphone portable au collège, c'est « Ah oui, mais il faut quand même qu'ils puissent m'appeler au cas où il y a un problème ». Où sont passées les cabines téléphoniques dans les établissements? Où sont passées les cabines téléphoniques? Et de la même manière, si on veut, on a un discours, encore une fois, schizophrène. Vous avez les médecins qui nous expliquent que le téléphone portable tue. Ils ont raison. Et qu'on ne devrait pas donner de portable avant 13 ans ou 15 ans. Mais où sont les cabines téléphoniques pour qu'un enfant puisse appeler ses parents en disant « Je suis là et il n'y a pas de métro, viens me chercher ». Voilà, la société est faite pour nous contraindre à acheter des téléphones portables. L'école aussi. Moi, je connais des parents qui aimeraient ne pas donner de téléphone portable à leur enfant, mais l'école met les devoirs
sur ce fameux ENT. Il n'y a pas d'ordinateur à la maison. Que faire pour que l'enfant puisse avoir les devoirs? La seule solution, c'est de lui offrir un téléphone. Donc, de la même manière, un enfant va à la vie scolaire, sur le jour de la rentrée, enfin la semaine de la rentrée, sur l'emploi du temps, il n'est pas indiqué la salle où il doit aller, sur son emploi du temps papier. Donc il vient à la vie scolaire avec son papier. Pourriez-vous me dire en quelle salle j'ai cours? Réponse, tu n'as qu'à regarder sur ton téléphone. Je n'ai pas de téléphone, alors là, c'est on n'a pas de téléphone. Et en même temps, on va culpabiliser les parents ensuite en leur disant « Votre enfant passe trop de temps sur le téléphone est responsable de tout. » Non, non, c'est l'éducation nationale qui est responsable. Donc des injonctions contradictoires finalement. Tout à fait, notre société a des injonctions contradictoires. Mais les parents eux-mêmes, ils offrent un téléphone et ensuite ils disent aux enfants « Tu passes trop de temps sur ton téléphone. » Il faudrait savoir. Mais là encore, ça demande une grande énergie, beaucoup de courage pour se libérer des chaînes dans lesquelles nous enferme le numérique, les géants du téléphone, d'Internet, etc. Puis une volonté d'être non conformiste aussi, ce qui n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile et l'école ne nous aide absolument pas. L'école ne nous aide absolument pas. Quand elle demande à un enfant de faire une recherche sur Internet, elle va dans le sens de de tous ceux qu'on critique par ailleurs, de Microsoft, de Google, ce sont les méchants. Il n'empêche qu'en permanence, on renvoie les enfants vers ces outils-là. Et alors, peut-être pour conclure, quel est le point le plus important que nos auditeurs devraient retenir, selon vous, de cet entretien sur l'éducation et puis l'état du système scolaire? Pour les auditeurs, je dirais, faites attention. Je reprends un thème qu'on a évoqué à 2 reprises. Ne croyez pas en l'école à 2 vitesses et surtout ne pensez pas que vous êtes dans la bonne vitesse. Il faut vraiment vous intéresser à ce que fait votre enfant à l'école, observer de près et compléter. Et donc proposer à la maison l'univers le plus, le plus propice à l'éducation, à l'instruction de l'enfant, c'est-à-dire une maison avec le minimum d'écran, le maximum de livres. Je crois que le plus important, si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est de lire le livre de Michel Desmurger. Faites-les lire. C'est une Bible qu'on devrait distribuer dans toutes les maternités. Voilà, ça, c'est le début. Et après, une fois que vous aurez lu ce livre, on peut aller un peu plus loin, surveiller ce qui se fait, obliger son enfant à lire s'il ne le fait pas spontanément, limiter les écrans. Voilà, déjà, tout cela est énorme. Il y a un instituteur de CM2 qui a beaucoup travaillé sur les écrans, le numérique. Il raconte à quel point les progrès peuvent être spectaculaires. Il avait un enfant plutôt en difficulté. Il s'est aperçu que cet enfant avait une télé dans sa chambre. Il a convoqué la mère. Il a demandé à la mère d'enlever la télé et tout s'est arrangé. En l'espace de quelques semaines, cet enfant a fait des progrès spectaculaires. Donc, il n'est jamais, heureusement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est encore temps de passer d'un smartphone à un téléphone 9 touches. Il est encore temps de réduire le temps d'ordinateur, etc. Tout est possible. Ça, à mon avis, c'est le message le plus important à faire passer aux parents. Et puis, pour notre système scolaire, je dirais message aux enseignants. Je sais que les inspecteurs ont beaucoup de pouvoir. Je sais qu'il est difficile de déroger à l'idéologie de l'éducation nationale, mais là encore, il faut se sentir libre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et je vous assure, si on les fait, il ne se passe rien. Moi-même, à l'université, quelquefois, je suis surprise. Les collègues me disent « Mais non, mais on ne peut pas faire ça. » Je dis « Mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe ?» « Ah ben, il ne se passe rien. » Donc, on ne le fait pas.
Voilà. Donc il faut avoir ça en tête, prendre ses distances. Au fond, on a quand même des jeunes, et heureusement, beaucoup de jeunes, futurs ou déjà jeunes enseignants, qui ont une vraie vocation, qui ont envie de bien faire et qui trouvent en effet que ce qu'on leur apprend à l'INSPE, donc dans ces instituts de formation, n'a aucun sens. Et quelquefois, le seul passage dans ces INSPE les dégoûte déjà, c'est-à-dire qu'ils arrêtent tout de suite parce qu'ils se disent « Non, pour moi, enseigner, ce n'est pas ça ». Et donc, je dis à tous ces jeunes et ces moins jeunes, libérez-vous. Le passage par l'INSPE est nécessaire, faites-le, faites illusion. C'est pas toujours facile d'aller au combat. Si vous n'êtes pas combattant, ce n'est pas grave, mais en souterrain, vous pouvez agir. En souterrain, vous pouvez faire écrire les élèves. Alors, c'est pas toujours facile, ils ont été habitués à ne pas écrire, donc ils vont râler, mais chaque petit effort vaut la peine. Chaque phrase que vous réussirez à faire écrire aux élèves, ce sera toujours ça de gagner. Il n'y a pas de petite lutte. Je suis convaincue que de petits efforts ponctuels, c'est déjà beaucoup mieux que d'obéir bêtement à tout ce pédagogisme, à toutes ces idées sottes, à tous ces non-sens. Merci beaucoup pour votre éclairage, Aude Denisot. Merci à vous pour votre invitation. Avec plaisir.